Alors, la dernière fois, nous avions commencé par parler du corps, ce qui nous a conduit à avoir recours à la dimension du signifiant. Et puis nous avons terminé sur vivre la pulsion. Vivre la pulsion, qui est la façon dont je propose que Lacan termine le séminaire, les 4 concepts de la psychanalyse, en 64. Ce qui devrait arriver au décours d'une analyse. Alors, évidemment, ce n'est pas vivre au sens de l'éternité, c'est-à-dire au sens d'un être, hein. C'est de l'ordre de l'étant. Etiante. Chemin faisant, j'ai pris appui sur la façon dont André Gide interpellait Virgile dans les bucoliques, Numero Deus in pare gaudet, interpellé dans la mesure où il interrogeait ce qui s'entend habituellement, c'est-à-dire le sens, et qui, bien sûr, a pu être interprété comme une définition de la Trinité, qui peut se traduire comme ça. Deus, c'est Dieu, se réjouit du numéro impair. Numéro impair. Autant que le premier impair, c'est le 3. On sait que dans les religions polythéistes, qui étaient celles des Grecs, des Romains, sans doute aussi des Égyptiens, je connais un peu moins ça, la dimension de l'impair, du 3 donc, était importante, il a rapproché la divinité, et si on prend ce que j'ai essayé de dire la dernière fois, si on prend la valeur du mot, et notamment de son origine, de son étymologie, il est assez riche, cette étymologie est assez riche, puisque c'est aussi bien du latin paré, parare, se parer, se préparer, se parer, hein, avec les deux, au moins deux sens, se défendre aussi bien que se revêtir d'eux, que d'une autre part, qui est celle de la racine. C'est pas parare, c'est pario, parire, qui est celle d'engendrer, dont on connaît les partitions, les parturitions, les parturiantes dans la langue française. Vous voyez qu'il y a dans ce mot-là même, dans cet impair, la dimension de la création, quelque chose de nouveau. C'est implicite. Et je disais la dernière fois que je ne prenais pas trop appui sur l'étymologie pour faire valoir, pour donner la valeur à cet imparé, parce que l'étymologie c'est du sens. Ça glisse tout de suite sur l'imaginaire, c'est-à-dire sur le sens, et puis alors là on est tout de suite pris dans quelque chose qui fait que, à ce moment-là, chaque mot a un sens, chaque mot dans une case, peut-être dans plusieurs, mais il rentre quand même dans une case. Alors que dans Palud, Gide, d'emblée propose
ce qui s'entend, c'est-à-dire la dimension du signifiant. Bien sûr qu'il va y avoir un signifié, mais c'était assez étonnant de voir la façon dont il nous livre sa lecture. Hein. Le numéro 2 se réjouit d'être impair. Voilà, se réjouit même de l'impair. Pas de l'être impair, de l'impair. Qui, bien sûr, résonne, ouvre, comme je viens de le dire, à plusieurs sens. Mais le signifiant, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, c'est le cas de le dire. C'est quelque chose qui concerne la dimension de l'existence, c'est-à-dire d'un lieu qui ouvre à tous les sens. Tous les sens, et ça n'est pas fixé sur un sens, sur plusieurs sens, sur quelques sens, puisque plusieurs, c'est quelques sens, hein, c'est pas indéfini, plusieurs. Hein. Ça peut ouvrir à tous les sens. Voilà. Ce qui fait que c'est comme ça que Lacan propose la définition du signifiant, à savoir, du coup, qui représente le sujet, non pas pour un autre signifié, non pas pour un autre, non pas pour quoi que ce soit, sinon pour un autre signifiant. Ce qui fait qu'on voit bien que là, on est pris dans quelque chose qui échappe à toute logique descriptive, à toute connaissance, on peut dire. Et du coup, ça nous permet à partir du signifiant, de nous référer à cette dimension du savoir, d'un savoir, un savoir de l'autre, quand on écrit comme ça avec un grand A, c'est-à-dire de quelque chose qui ne peut pas se définir comme tel, qui ne peut pas se définir comme tel, et c'est dans cette perspective-là, effectivement, que se pose la question du corps, et la question de vivre la pulsion. La pulsion, bien sûr, on peut la décrire. Hein? Lacan la démonte la pulsion. Oui. J'ai une question par rapport à ce que le signifiant représente un sujet pour un autre signifiant. Peut-être que ce qu'il entend par signifiant, c'est une personne, c'est celui qui signifie, quoi. Non, le signifiant, c'est dans le langage. C'est le langage. Hein? Ça vient directement du langage, le signifiant. Hein? C'est pas ça. C'est important, ça ne représente pas une personne du tout. Ça ne représente pas du tout. Personne qui fait acte. Quel que soit, ça ne représente pas une entité. Ça ne représente pas du tout une ontologie, quelle qu'elle soit. Hein? C'est quelque chose qui glisse, comme ça. Qui s'entend, qui ne s'entend pas. Hein? Le signifiant, ce que je disais la dernière fois, le signifiant, ça s'entend. Pour autant qu'il y a une différence entre écouter et entendre, et que entendre, ce n'est pas du tout lié au fait de comprendre quoi que ce soit. C'est là que ça nous rapproche de la musique. De la musique. Alors, bien sûr, on va pouvoir parler des effets, on appelle ça subjectif, c'est beaucoup trop rapide, des effets du ressenti en écoutant telle ou telle musique, mais c'est pas de ça dont on parle là. Pour autant qu'on ne définit pas d'où ça vient le ressenti. Si, on va le définir, on va dire c'est lié à l'histoire, etc., il s'est passé ça, etc. Eh bien, c'est pas tout à fait ça quand même, c'est même tout à fait autre chose. L'affect, c'est de ça dont il s'agit, hein, l'affect est un effet du langage. Alors, ça peut paraître évidemment très subversif, parce que tout le monde pense que l'affect, c'est lié au fait que il y a tel, notamment, hein, c'est ce qu'on va définir en anatomopathologie, hein, ou en anatomophysiologie, en médecine. L'affect, c'est lié au fait qu'à tel endroit du cerveau, il y a tel ou tel centre particulier qui permet que, etc. Ça n'est pas faux, parce que si ce centre-là n'existe pas, effectivement, bien sûr, l'affect en question va disparaître. Hein. C'est comme ça qu'on a imaginé un jour
intervenir directement sur l'anatomie du cerveau pour faire disparaître, par exemple, la dépression ovarine. Hein. Bon, mais ce qui nous intéresse concernant, non pas la psychologie, non pas la médecine, concernant l'inconscient, c'est-à-dire ce qui est en jeu dans le discours analytique, c'est la dimension du signifiant. Et, oui, ça ne va pas de soi du tout de l'aborder, d'en parler, parce qu'on a toujours besoin de se référer à quelqu'un, qui, par exemple, on pourrait dire que le signifiant, ça représente quelque chose pour quelqu'un. Ça, c'est le signe. Hein. Le signe représente quelque chose pour quelqu'un. Bon, ça ne dit pas du tout qu'est-ce que c'est que ce quelqu'un, premièrement. Et puis, de toute façon, ça ne représente pas quelque chose. Ça ne peut pas représenter un objet, c'est ce que ça veut dire. C'est pas là que ça se joue, c'est pas là que se joue la dimension du signifiant. C'est ça qui est important. Alors, comme l'axe du séminaire, la voie de l'inconscient, évidemment, vise à pour perspective, pour perspective, c'est-à-dire ce lieu d'existence de l'autre, c'est-à-dire là où se trouvent les signifiants de l'autre, inévitablement, on est obligé de faire une différence entre la linguistique habituelle, qui va différencier, dans le cadre du signe, le signifiant et le signifié. Hein. Néanmoins, la linguistique avec Belvedere, c'est surtout avec l'école de Prague, et Jacobson, va bien montrer qu'entre le signifiant et le signifié, il y a une barre. Alors, bien sûr, De Saussure va parler de l'arbitraire. Il n'y a pas d'arbitre du tout. Ce n'est pas du tout un arbitre qui définit ce qu'il y a d'un côté et ce qu'il y a de l'autre. Il n'y a pas de loi qui sont définies à l'avance et qui vont permettre un arbitrage. La loi, elle va être celle qui va définir le fait que tel son correspond à tel son. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la linguistique. C'est pas la dimension de ce qui est en jeu en regard de l'inconscient. Donc, vous voyez que c'est pas facile, effectivement, d'en parler, bien sûr. Hein. Et pourtant, il importe de... C'est pour ça qu'on va dire que l'inconscient ne peut être que supposé. Hein. Il importe de prendre en compte cette supposition, cette hypothèse en grec, suppositum en latin, hypothèse en grec. Il importe de prendre en compte ce supposé pour autant que la clinique du transfert s'appuie là-dessus. Hein, elle ne s'appuie pas sur le fait de comprendre, sur le fait d'écouter, sur le fait d'entendre. J'ai insisté la dernière fois sur la dimension de l'obaudire, l'obéissance, l'obéir, qui est lié au fait d'entendre. Hein, audire, c'est entendre, mais toute la question, c'est que dès qu'on met l'obéissance, c'est toujours le même truc, hein, c'est toujours la même chose, en regard du sens, on tombe, je prenais l'exemple sur c'est casse-gueule, on peut dire, hein, on tombe sur quelque chose de défini, et c'était notamment les vœux des religieux, notamment des jésuites, qui avaient trouvé eux une solution, puisqu'il y avait deux types d'obéissance. Il y avait l'obéissance, on pourrait dire à Dieu, puis l'obéissance au pape. Et cette armée, la compagnie de Jésus, c'est l'armée du pape, hein, c'est au moment de la contre-réforme, hein, au XVIe siècle, à la fin du XVIe siècle. Donc, pour répondre à la réforme, hein, on va dire, comme ça, la chose, eh bien, cette armée, cette compagnie de Jésus va justement permettre que quelque chose, en quelque sorte, échappe à la règle d'obéissance telle qu'on l'a définie habituellement,
puisqu'ils vont désobéir au pape, tout simplement. Alors qu'ils sont là pour soutenir le pape. Bon, je ne vais pas rester trop sur ces références historiques en tant que telles. Je vais revenir, je vais essayer d'avancer un petit peu aujourd'hui sur ce que j'ai pointé tout à l'heure, c'est-à-dire la dimension d'entendre. Pour autant que la dimension d'entendre, elle va nous amener directement alors, à la voix, au corps, un corps qui n'est pas celui de la médecine, même si il y a toujours ça. Il faut bien qu'il y ait, pour la musique, il faut bien qu'il y ait un instrument, de même que pour la voix qui chante, il y a un instrument qui est la larynx. C'est un instrument qui a une description, qui est fait d'une certaine façon, qui varie selon les individus, qui comporte à l'intérieur des replis muqueux, qu'on appelle des cordes vocales, qui ont pour fonction, bien sûr, de fermer l'orifice pour augmenter la pression, hein, comme ça s'ouvre, et qui ont pour fonction de vibrer d'une certaine manière pour faire émettre déjà un son qui n'est pas le son définitif. Tout ça, c'est commandé effectivement par un système nerveux tout à fait particulier, hein, particulièrement le nerf récurrent qui est une branche du nerf gastrique. Hein, tout ça, ça se définit sur le plan de l'anatomie, mais c'est pas ce versant-là qu'on examine. La question, elle est la suivante. Est-ce qu'il y aurait, alors, au cœur de la musique, que ce soit celle de l'instrument ou que ce soit celle de la voix qui chante, autant qu'on peut dire ce qui a été dit, c'est-à-dire que la voix humaine contient la totalité des instruments qui existent. Hein. Est-il possible de faire la supposition selon laquelle c'est là que se trouve cette référence au signifiant? Alors que tout porte évidemment à penser que ce qui est important, la musique ne fait en quelque sorte qu'accompagner le sens d'une chanson ou d'un air d'opéra. Alors l'air d'opéra, là, on ne voit pas tout à fait pareil, parce que on voit bien que tout se joue par rapport à des voyelles particulières qui sont chantées à un certain moment, à une certaine hauteur, suivant effectivement la voix qui les chante. C'est-à-dire que le compositeur d'opéra a dû livrer bataille, c'est le cas de le dire, avec le librettiste, hein, surtout en général au XIXe siècle, quand ce sont deux personnes différentes, hein, qu'il s'agisse de La Ponte, hein, vous connaissez, qu'il s'agisse d'autres, hein, Verdier finira par choisir, ou plutôt il sera choisi un peu dans le cas d'Othello par Boito, qui est lui-même un compositeur d'opéra, qui a fait un opéra tout à fait intéressant, qui s'appelle Méphistophénès, hein, et notamment, hein, et on peut imaginer, on n'a pas beaucoup d'éléments là-dessus, qu'à certains moments, la musique telle qu'elle va être créée par le compositeur d'opéra ne va pas correspondre à la voyelle correspondante du librettiste. Alors on va trouver d'autres mots, et puis si on ne trouve pas la solution, comme ça, avec autrement d'autres mots, ben, il faudra quand même trouver une solution. Il y en a un des deux qui va céder. Hein. Vous pensez que c'est comme ça que ça se passait. Il faut trouver ce qui, dans la voix humaine, puisque là je reviens à l'opéra, il faut trouver ce qui, dans la voix humaine, va faire entendre, hein, j'insiste bien, entendre, la richesse harmonique de la voix correspondant à telle hauteur de la tessiture de la voix, et correspondant en plus au timbre, parce qu'il faut qu'il y ait du timbre et de la richesse harmonique. Ce qui est une question actuellement, on va dire, tout à fait d'actualité, je fais un pléonasme, c'est une question de l'actualité, puisque, vu la façon dont je
constate, hein, c'est pas une accusation, hein, dont sont formés les chanteurs d'opéra, assez rapidement, ils se trouvent en difficulté, c'est-à-dire que la technique vocale qu'ils ont apprise, parce qu'ils ont appris une technique vocale automatiquement, hein, ne leur permet plus à un certain moment d'émettre ou de créer, on va dire comme ça, de créer la richesse harmonique qui va se traduire dans le timbre, dans la couleur de la voix particulière. Pourquoi? Parce que, par exemple, il y a des nodules sur les cordes vocales. C'est-à-dire que le larynx a souffert, les cordes vocales ont souffert, parce que, effectivement, on n'a pas pris en compte une certaine manière de chanter qui est celle de tenir compte du fait que pour sortir une note très aiguë, il faut que le larynx soit bas. C'est que si le larynx est bas, l'ouverture par où passe l'air est infime, donc la pression est plus grande, donc ça va favoriser spontanément, on pourrait dire, spontanément l'aigu. Alors qu'autrement, si ça ne fonctionne pas comme ça, il va y avoir besoin de pousser le souffle, et en poussant le souffle, on abîme les cordes vocales. Progressivement, on souffle. Bon, tout ça, c'est important, mais je ne vais pas... Bon, ce que je veux seulement dire par là, c'est la chose suivante, c'est que on a besoin du corps anatomique. On a besoin du corps anatomique, on a besoin du piano, on a besoin de l'instrument. Hein. On a besoin de la partition. Vraiment, le mot pas... cette part, hein, de pario latin, partum, postpartum. On a besoin de la partition. Hein. Mais la musique, elle est où? Elle est où la musique? Est-ce qu'elle est écrite sur la partition? On ne peut pas ne pas dire oui, mais ce n'est pas les notes. La musique, c'est autre chose que les notes, puisque la musique, elle va être où? Ben, la musique, c'est l'interprète. Là, je reprends ce que dit Selim Bidache, un interprète, un chef d'orchestre roumain, qui est mort il y a quelques années, qui disait à ses élèves, ben, la musique, c'est vous. Qui apprenait à battre la mesure dans un carré comme ça, justement. Il n'y a pas besoin de faire des grands mouvements. Simplement devant quelques petites choses. Il y avait quelques petites choses. Le corps est impliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce petit carré qui est devant? Moi, je ne peux pas dire que je n'ai pas d'expérience. Hein. Mais ce qu'il essayait de dire, c'est qu'un tout petit quelque chose va entraîner une sorte de tempo à contre-temps. Hein, on entend bien ça chez Schubert, il est toujours un peu à contre-temps. Hein. Pensez dans la musique de Schubert, écoutez les trios de Lima, hein, je l'ai bien connu. Je ne sais plus dans quel film c'est. J'ai fini la mort. Oui, ça peut être là-dedans, mais aussi il y a un film. Enfin bref, bon, ça va vous dire plus tard. Bon, donc c'est ça. L'important, c'est qu'on a besoin, on va dire, de l'instrument, comme on a besoin du mot dans le langage, mais ce n'est pas le mot, c'est pas le sens du mot qui est en jeu, en fait. Quand il s'agit de prendre en compte ce qu'on a de plus intime, qui est en même temps extime, hein, c'est que c'est à la fois, hein, est-ce que c'est en dedans, est-ce que c'est en dehors, c'est les deux à la fois, les deux en même temps. Hein. Extime, c'est un mot que fabrique Lacan, un néologiste que fabrique Lacan pour montrer que, ben oui, on peut pas raisonner en termes de dedans et dehors. On ne peut pas raisonner en termes de bipolarité. On ne peut pas raisonner en termes c'est-à-dire de 180 degrés, comme je disais la dernière fois. Hein. À savoir que si on est du côté du plus ou du côté du moins, finalement, un jour ou l'autre, ça reviendra au même. Puisqu'on va basculer du côté du persécuteur au persécuté, du persécuté au persécuteur. Donc il y a un autre lieu que celui-là. Alors, ce dont je peux authentifier la valeur, c'est que, et je reviens un peu à cette dimension de vivre à la pulsion,
ou même le signifiant présente un sujet pour un autre signifiant. C'est ce qui se passe quand on chante. Hein? C'est ce qui se passe quand on chante, et quand vous apprenez par les vocalises à trouver progressivement les harmoniques pour les produire dans les aigus par des sauts, saltus, des sauts de tierces, de quartes, de quintes, d'octaves, etc. Eh bien, on fait un saut. Alors, on se pose une question. Qu'est-ce que c'est que ce saut? L'autre jour, en écoutant, parce que moi j'écoute les séminaires de Lacan, évidemment pas n'importe lesquels, parce qu'au bout d'un certain temps, on se rend bien compte qu'il y en a certains. C'est ça le signifiant. Présente un sujet pour un autre signifiant. C'est ça que ça veut dire. Hein. Il y a quelques séminaires qui sont intéressants. À chacun de trouver, on va dire, je dirais pas les siens, mais de trouver son trou. Trouver, c'est un trou, hein, son trou de souris pour toucher à cette dimension du signifiant. Bien, quand il parle de la métaphore, Lacan dans Radiophonie, hein, Radiophonie c'est 1970, ça fait un peu plus de 40 ans, hein, eh bien, il parle effectivement de, qu'est-ce qu'il dit, la métaphore c'est quoi? C'est un saut. C'est un saut, et il reprend, on voit bien la linguistique, cette barre, hein, il s'agit de la sauter. Il ne s'agit pas de dire que c'est une loi arbitraire. Il s'agit de passer par-dessus. Bien, je trouve que, c'est le cas de le dire, je trouve que quand on fait un saut d'octave, par exemple, pour sortir le son, et la richesse de l'harmonie, si vous partez sur un si naturel ou sur un do pour sortir le contre-truc au-dessus, le saut d'octave, vous faites véritablement un saut où le corps est engagé, où il s'agit de penser certaines choses pour faire descendre le larynx, comme je vous le disais tout à l'heure. Et en fait, ce saut-là, il me semble que ça a à voir avec le saut de la métaphore. Ce qui veut dire que la métaphore, c'est vraiment pas du sens. C'est pas la métaphore au sens linguistique du tout. C'est pas, voilà, c'est un bon pour un autre, etc. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est pas ça. On devrait dire un son pour un autre. C'est ça qui se passe dans le mot d'esprit, par exemple, c'est ça. Hein. Dans un néologisme qui sera un mot d'esprit, c'est ça qui se passe. Hein. Sinon, ça va passer un lapsus. Hein. Et un lapsus n'est pas une création, c'est comme c'est décrit, un lapsus, c'est quelque chose qui tombe. Qui tombe par terre. Et que le producteur de lapsus, s'il en reste, s'il ne peut pas le transformer par ce saut-là, immédiatement en mot d'esprit, ça se fait comme ça se fait sans réfléchir, eh bien, s'il ne peut pas le faire, eh bien, il tombe par terre. En tant que sujet, il est assujetti à quelque chose qui l'entraîne vers le bas. C'est pour ça que j'ai pris la référence tout à l'heure, quand on apprend à chanter, là. Je parle évidemment d'une technique de chant d'opéra. Ça ne se passe pas du tout dans la dimension horizontale. Ça se passe tout de bas en haut. Ça se passe tout dans la verticalité. Hein? J'ai eu beaucoup de mal personnellement parce que, comme on me disait que j'étais ténor et j'ai chanté beaucoup, pas mal comme baryton, donc il fallait acquérir à peu près la carte, qui avait en plus au moins la tierce. Hein? Et puis surtout l'acquérir autrement, en acquérant la technique vocale. Au début, eh bien, je poussais sur la voix. C'est pour ça que je peux en parler. Et il en a résulté qu'un jour, j'avais plus de voix du tout. Je ne pouvais plus chanter. Mais je trouve quelqu'un, un professeur, qui m'apprenne, un maestro, comme on appelle ça, qui m'apprenne la technique qui va de bas en haut, et non pas sur un mode horizontal. Il ne s'agit pas de pousser en avant. Hein. Si vous regardez par exemple les chanteurs, regardez ce qui se passe habituellement, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Il faut ouvrir la bouche, d'accord? C'est une chose. Pourquoi il faut ouvrir la bouche? C'est quand on ouvre la bouche, le larynx descend. Le gros problème de tous les chanteurs de toujours, je lisais récemment une interview d'un chanteur d'opéra très connu, qui a chanté avec Calas, etc., hein, qui disait que
ben, son gros problème, c'était pour lui, c'était comment faire descendre le larynx. Et c'est assez étonnant parce qu'on a l'impression que ça se passait dans les années 1950, 60 à peu près, hein, du temps, hein. Eh bien, on a vraiment l'impression que, et pourtant c'était enseigné en Italie, ce dont je vous parle, c'est la technique italienne, mais la technique italienne authentique, hein, maintenant tout le monde revendique la technique italienne, mais c'est pas des mots, hein, c'est toujours pareil, c'est une technique particulière, et on peut dire que pratiquement bon, à mon avis, pratiquement le seul qui l'a vraiment acquise, et puis qui est encore vivant, c'est Domingo. C'est le Domingo. Bon, maintenant, il ne chante plus tellement il chante. Il va monter, il est en train de monter la bucole. La bucole, c'est un baryton. Hein. Et je pense qu'il a du mal, il a plus de mal. Pourtant, ben, il est de mon âge, hein, je ne comprends pas pourquoi il ne pourrait pas continuer à chanter. Hein. Mais bon, toutes sortes de raisons, il est chef d'orchestre aussi, donc il préfère, je pense, peut-être un petit peu faire un petit peu autre chose. Mais il ne peut pas s'empêcher de chanter. Hein. Mais il a une technique vocale vraiment et tout à fait au point. Et quand on le voit chanter, on voit bien un peu ce que ça veut dire la richesse harmonique. Bon. Alors, ce dont je suis en train de vous parler, là, en quelque sorte, là, c'est du corps. C'est-à-dire du signifiant. Hein. Je vous rappelle la citation de Lacan, le corps à le prendre au sérieux, et d'abord ce qui peut porter la marque propre, à le ranger dans une suite de signifiants. Après, on n'est pas du tout dans les neurones. Hein. On est dans quoi? On appelle le corps du symbolique, d'une certaine manière, mais dès qu'on va dire le corps du symbolique, on va déjà chosifier les choses. Je trouve que, effectivement, la voix, notamment la voix à l'opéra, hein, je ne parle pas des voix qui fonctionnent uniquement par rapport avec des micros, hein. La voix à l'opéra, c'est ça, à mon avis, c'est ça. C'est le corps, hein, il y en a qui m'ont parlé de la chair de la voix. Hein. Le corps de la voix qui chante à l'opéra, c'est ça. Et c'est un peu comme le vin vieilli qui a du corps, hein. Il y a quelque chose de particulier, là c'est au niveau gustatif, mais il y a quelque chose qui s'entend particulièrement, et c'est la richesse harmonique. Et, alors ça c'est une bonne question, est-ce que l'inconscient a à voir avec la richesse harmonique? Ça c'est une hypothèse que je garde comme ça, je ne dirais pas derrière les fagots, mais quand même, hein, parce que justement, on ne peut pas le prouver. On ne peut pas le prouver, on ne peut pas le démontrer. Pourquoi? Parce que c'est indémontrable. Et pourtant, il est, enfin pour moi, il paraît évident que dans la voix humaine, la voix qui parle, chez tout être parent, comme dans la voix qui chante, évidemment là c'est plus évident, il y a cette dimension-là même du corps, c'est-à-dire de ce qui peut porter la marque propre, j'insiste, à le ranger dans une suite de signifiants. Alors, il y a bien sûr le corps de la médecine, le corps de la psychologie et toutes les explications. Hein. On peut avoir, j'ai rien contre, hein, moi je suis passé par là en plus, je connais un peu ça, de moins en moins, mais je connais un peu ça. Ça fait partie du périple de quelqu'un, hein, de faire ce grand tour-là. Hein. Mais en fait, on peut penser que ce qui est en jeu, ben, c'est en fait, du fait que nous sommes il y a des fils du langage, bien sûr, on a des géniteurs, c'est pas le problème. Hein. Du fait qu'on a à voir avec le signifiant, c'est ça notre représentation comme sujet. Hein. Eh bien, de ce fait-là, le corps qui est en jeu, le corps qui rend quelqu'un, on va dire, vivant,
pour autant que la vie, il y a bien sûr, on a toujours pareil, c'est toujours pareil, on a toujours le lieu comme ça de la vie, tel qu'elle est définie par la médecine, c'est-à-dire par le droit, hein, par le code, ça on voit bien l'arbitraire, l'arbitre là, hein, le code tel qu'il peut être défini, à savoir que, bon, etc. Et en plus c'est vrai sur le plan des faits, hein, mais vivre la pulsion, c'est autre chose. C'est pour ça que la dernière fois, je vous disais que je citais ce qui est bien connu, que pour dire que c'est un rêve. Pourquoi pas, hein? Le rêve, c'est de faire de sa vie une œuvre d'art. Mais c'est pas, en fait, c'est comme si on était des petits dieux, quoi. Hein? C'est pas comme ça que ça marche. L'enjeu d'une analyse, c'est la vie qui va faire de nous. La vie au sens du corps, au sens du signifiant, qui va faire de nous quelque chose qui a à voir effectivement avec la création artistique. Et du coup, cette création va être différente chez tout un chacun. Il n'y a pas deux créations identiques. Il n'y a pas deux œuvres d'art identiques. C'est toujours singulier, c'est toujours particulier. Voilà. Et ça, c'est lié au particulier de la langue. La langue n'est pas quelque chose qui est fait, en fait, même si on la rabat là-dessus, c'est pas fait pour nommer la langue. C'est pas fait pour communiquer. On a, et c'est tout l'enjeu de la connaissance, et que c'est notamment tout ce qui va se passer bien sûr avant, mais notamment qui va se développer à partir de Descartes, hein, on s'est arrangé pour larguer le langage. Il faut revenir sur ce largage, et revenir sur ce largage, c'est prendre le large. Quel signifiant? C'est de ce côté-là qu'on peut avancer. Voilà, on va s'arrêter là ce soir. Il faut